Bonjour. Dans mes deux premières leçons, j'ai essayé de reconstituer surtout l'origine du tuberculus provençal. Aujourd'hui, je saute au-dessus des siècles pour en venir à la poésie contemporaine, où l'obscurité, le thème de l'obscurité est, on le sait, essentiel, à partir surtout du symbolisme français. L'obscurité devient, à partir de ce moment, un caractère distinctif, on pourrait dire, presque une marque essentielle de la poésie. Le critique allemand Erich Heller a écrit dans son essai sur le poète dans l'âge de la prose, dans le monde poétique de Rilke, que l'on peut aussi appeler à bon droit le monde de Yeats, George, Hofmannsthal, Ben, Valéry, et remontant un peu plus loin dans le temps de Mallarmé et de Rimbaud, les poètes ont créé de la poésie absolue, de la poésie pure, c'est-à-dire un genre de poésie né des fissures, des failles et des fractures, des gouffres que ces auteurs ont senti s'ouvrir pour séparer leur activité poétique et la vie, l'existence prosaïque de leur époque. Après de semblables expériences extrêmes, il n'est pas surprenant, continue Heller, que l'on ait soupçonné le langage même, le discours cohérent de l'espèce, d'avoir trempé dans la conspiration mise en œuvre par le prosaïsme contre la conscience poétique. Pour produire encore de la poésie, il devait être fragmenté et incompréhensible, pour ainsi dire inattaquable par la mentalité prosaïque. En effet, ce que l'on peut comprendre ne semble pas digne d'attention poétique. Fin de la citation de Erich Heller. Et un autre critique allemand, Hugo Friedrich, dans son célèbre ouvrage sur la structure de la lyrique moderne, n'hésite même pas à suggérer une identification substantielle entre la poésie moderne et l'obscurité. Dans la lyrique moderne, dit-il, la langue est obligée de remplir une tâche paradoxale, celle d'exprimer et en même temps de cacher le sens. L'obscurité devient ainsi le principe esthétique dominant de la lyrique moderne. Le sujet, bien entendu, est très vaste et a été plusieurs fois traité. Dans mes deux dernières leçons, je voudrais aborder un aspect particulier de ce sujet, c'est-à-dire le rapport entre l'obscurité poétique et la glossolalie. En examinant l'œuvre de poètes français et italiens du 19e et du 20e siècle. Il faut que je parte de l'auteur qu'on ne peut pas négliger à ce propos, c'est-à-dire de Mallarmé. Donc il faut que je m'arrête un peu aujourd'hui sur la poétique de Mallarmé. Je dirais peut-être des choses qui sont en partie connues, mais c'est une prémisse qui me semble indispensable pour en venir à ce problème du rapport entre l'obscurité poétique et la glossolalie. Le 2 février 1885,
Mallarmé écrit au peintre Odilon Redon pour le remercier de lui avoir envoyé une suite de 6 lithographies, l'hommage à Goya, et il s'arrête surtout sur le visage de mystère représenté dans la première, celui que vous voyez. Mon admiration tout entière, lui dit-il, va droit au grand mage inconsolable et obstiné, chercheur d'un mystère qu'il sait ne pas exister, et qu'il poursuivra à jamais pour cela du deuil de son lucide désespoir, car c'eût été la vérité. C'eût été, c'est Mallarmé qui souligne ce subjonctif, car c'eût été la vérité. Je ne connais pas, continue Mallarmé, un dessin qui communique tant de peur intellectuelle et de sympathie affreuse que ce grandiose visage. Fin de la citation. C'est en réalité son propre visage que Mallarmé contemplait dans la lithographie de Redon, et plus en général l'image du poète tel qu'il le concevait. Dans ses écrits, il a souvent évoqué d'ailleurs à ce propos la magie, l'alchimie, la kabbale, l'occultisme. Dans la prose qui a justement pour titre « Magie », il affirme, je le cite, qu'existe entre le vieux procédé du grand œuvre alchimique et le sortilège que restera la poésie une parité secrète. Fin de la citation. Et le vers très incantatoire, s'écrit-il plus loin dans le même texte. Dans une lettre à l'occultiste Victor-Émile Michelet de 1890, qui lui avait envoyé son ouvrage Ésotérisme dans l'art, il observe, je le cite encore, que l'occultisme est le commentaire des signes purs, à qui obéit plus que toute la littérature, jet immédiat de l'esprit. De même, dans la lettre célèbre du 18 juillet 1868 à Henri Casali, où il commente son sonnet Onyx, ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx, il offre à son correspondant cette suggestion, je le cite, « En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. Ce qui renvoie à ces nombreuses spéculations sur la signification mystérieuse des lettres de l'alphabet, à ce qu'il assimilait à une véritable théologie des lettres. Et dans son premier écrit consacré à l'obscurité des poètes, Hérésie littéraire, l'art pour tous de 1862, il assimile le mystère, les hiéroglyphes en poésie, aux arcanes à l'abri desquels se retranche la religion et dont il faut écarter le profane. Même pour la poésie, ajoute-t-il, il faudrait inventer, je le cite, une langue immaculée, des formules hiératiques dont l'étude avide aveugle le profane et aiguillonne le patient fatal. Fin de la citation. Cependant, toutes ces allusions aux doctrines ésotériques ne sont que de simples comparaisons, des analogies, et Mallarmé abandonnera vite les positions élitaires et aristocrates de l'article Hérésie littéraire, qu'il ne reprendra pas dans son recueil de prose Divagations, publié un an avant de mourir, 1897. Pas de gnose cachée dans l'art ou dans la poésie, mais plutôt des procédés qui héritent dans une certaine mesure de ce que nos ancêtres, les alchimistes et les kabbalistes, comme ils les appellent,
pratiquée avec des objectifs différents dans des époques révolues. Dans sa poétique la plus mûre, Mallarmé rejette en réalité l'accusation d'obscurité. On entrevoit déjà cette nouvelle perspective dans une lettre au poète anglais Edmund Gosse du 10 janvier 1893, où il attribue sa prétendue obscurité à une mauvaise façon de le lire. « Je ne vous chicane que sur l'obscurité, lui écrit-il. Non, cher poète, excepté par maladresse ou gaucherie, je ne suis pas obscur. Du moment qu'on me lit pour y chercher la manifestation d'un art qui se sert du langage, et le devient bien sûr si l'on se trompe et croit ouvrir le journal. » Fin de la citation. Il précise davantage sa position dans une réponse qu'il donna en 1891 à Jules Huret pour une enquête sur l'évolution littéraire. Ayant d'abord écarté comme dangereux les cas où l'obscurité vient soit de l'insuffisance du lecteur, soit de celle du poète, il affirme, je le cite, qu'il doit y avoir toujours énigme en poésie et que c'est le but de la littérature, il n'y en a pas d'autre, d'évoquer les objets. Évoquer est souligné par Mallarmé. Elle, donc l'obscurité, n'est donc plus conçue comme une sorte de carapace de la poésie, de système de défense qui lui serait surajouté de façon postiche. Au contraire, elle devient son trait constitutif, son essence même. Mallarmé évoque en effet ici sa conception du langage et de la littérature comme négation ou abolition de la réalité, que l'esprit transforme ou sublime en pure évocation de ce qui a disparu en tant qu'objet ou fait. Évoquer, dit-il, dans une ombre exprès, l'objet tu par des mots allusifs jamais directs, se réduisant à du silence égal, comporte tentative proche de créer. C'est toujours la prose magie. Et ailleurs, de façon lapidaire, la destruction fut ma Béatrice. C'est une expression bien connue de la lettre à Eugène Lefébure du 27 mai 1897. Mais son texte fondamental sur le thème de l'obscurité poétique, et sans doute aussi son manifeste d'esthétique le plus important, c'est le mystère dans les lettres. Article qu'il publia dans la Revue Blanche en 1896, peu avant de mourir, en réponse à l'article contre l'obscurité du jeune Marcel Proust, qui était alors âgé de 25 ans. Article paru dans la même revue. Bien qu'il ne fasse pas de nom, il était clair, en effet, que c'est à Mallarmé et à ses disciples que visait Proust. Dans son pamphlet, le polémiste en herbe s'en prend à ce qu'il appelle la double obscurité des poètes appartenant à la nouvelle école, c'est-à-dire aux symbolistes. Obscurité des idées et des images d'une part, obscurité grammaticale de l'autre. Proust répond d'abord à un argument que ces poètes pourraient faire valoir pour leur défense, l'obscurité indéniable des plus grands philosophes. C'est vrai, répond Proust, mais si le poète peut aller, je le cite, aussi profond dans la réalité des choses que le métaphysicien même, c'est par un autre chemin.
L'un y arrive à l'aide du sentiment, dit Proust, l'autre du raisonnement. Celle du poète, ajoute-t-il, et je le cite, c'est une obscurité d'un tout autre genre, féconde à approfondir et dont il est méprisable de rendre l'action impossible par l'obscurité de la langue et du style. Ne s'adressant pas à nos facultés logiques, le poète ne peut bénéficier du droit qu'a tout philosophe profond de paraître d'abord obscur. Fin de la citation. Proust accorde bien aux symbolistes que les mots ne sont pas de purs signes pour le poète et qu'ils ont, dit Proust, sur notre imagination et notre sensibilité une puissance d'évocation au moins aussi grande que sa puissance de stricte signification. Fin de la citation. Mais cette puissance réside, à son avis, dans la capacité de réveiller, dit-il, ces affinités anciennes et mystérieuses entre notre langage naturel et notre sensibilité, qui en font une sorte de musique latente que le poète peut faire résonner en nous avec une douceur incomparable. Fin de la citation. Quant à la théorie selon laquelle les idées et les sensations obscures seraient plus intéressantes pour le poète que les sensations claires, Proust répond que s'il en est ainsi, c'est à condition de les rendre claires. Et il illustre son opinion par une image révélatrice. Et je le cite, « S'il parcourt la nuit, que ce soit comme l'ange des ténèbres, en y portant la lumière. » Fin de la citation. Ayant ensuite qualifié de médiocre l'argument le plus souvent invoqué par les poètes obscurs en faveur de leur obscurité, à savoir le désir de protéger leurs œuvres contre les atteintes du vulgaire, il en vient enfin au rapport avec la nature, le sujet qui lui intéresse davantage. Là aussi, Proust semble évoquer la figure de l'ange des ténèbres qui porte la lumière. Je le cite. « Que les poètes s'inspirent plus de la nature, ou, si le fond de tout est un et obscur, la forme de tout est individuelle et claire. Avec le secret de la vie, elle leur apprendra le dédain de l'obscurité. » Fin de la citation. Comme l'a remarqué à juste titre Bertrand Marchal, les arguments de Proust relèvent tous, dit-il, à juste titre, à mon avis, d'une vision essentiellement romantique de la poésie et de la nature. Il oppose naïvement le raisonnement des philosophes au sentiment des poètes. Il évoque le mythe de l'origine où se confondent le langage naturel et la terre natale. Il exalte la figure héroïque du poète qui traverse les ténèbres en y répandant la lumière. La notion à laquelle il fait systématiquement appel est celle classique de profondeur, profondeur de la conscience, profondeur des sensations, profondeur de la nature, où le poète doit descendre dans cette profondeur pour illuminer l'obscurité et en tirer des vérités claires. La réponse de Mallarmé est de tout autre, le mystère dans les lettres, est de toute autre envergure théorique et jette les bases de ce que Paul Valéry appellera la poésie absolue. Il affirme d'abord que tout écrit doit présenter un sens immédiat, superficiel, un premier niveau de sens, une vaine couche d'intelligibilité, dit-il, dont le lecteur oisif se contente, persuadé
qu'il n'y a rien d'autre à comprendre. Mais il n'en est pas ainsi. Il ne s'agit certes pas d'envisager un sens profond, symbolique des textes, comme l'entendaient les allégoristes du Moyen-Âge, Marcabru par exemple, dont on a parlé, y compris les poètes du Moyen-Âge. Non, Mallarmé définit ce second niveau de sens, et je le cite, comme « je ne sais quel miroitement en dessous », peu séparable de la surface concédée à la rétine. Fin de la citation, c'est une définition essentielle et très connue sur laquelle je reviendrai ensuite. Or, ce miroitement, qui est l'indice d'un trésor gardé par la lettre même du texte, attire le soupçon, dit-il, des malins entre le public, qui l'accusent d'être obscur et le jugent du coup inintelligible. Mais en réalité, poursuit Mallarmé, cette obscurité ne se trouve pas sur la feuille du papier. Elle est, dit-il, quelque chose d'occulte au fond de tous, quelque chose d'abscon, signifiant fermé et caché, qui habite le commun. Il rétorque ainsi l'accusation d'obscurité contre ses détracteurs. Quant au rapport de la poésie, respectivement, à la philosophie et à la nature, qui était au cœur de l'attaque de Proust et touchait à des sujets très importants pour lui, Mallarmé répond en introduisant la comparaison avec la musique, souvent évoquée dans ses écrits et dans sa correspondance, et objet même du discours sur la musique et les lettres. L'écrit prétend au mystère non moins que la musique, affirme-t-il, et il établit une correspondance intime entre celle-ci, la musique, et ce qu'il nomme le répertoire de la nature et du ciel, c'est-à-dire l'ensemble de la nature elle-même. La musique en exprime l'essence, le mystère, beaucoup mieux, dit-il, qu'aucun raisonnement tenu jamais. Il en va de même pour la poésie. Dans ce cas, c'est la syntaxe, souligne-t-il énergiquement, qui garantit l'intelligibilité. Ailleurs, Mallarmé se dit, avec un néologisme qui a frappé Jacques Derrida, profondément et scrupuleusement syntaxier. Dans ces abrupts hauts jeux d'ailes, c'est une expression de Mallarmé que les lecteurs de Mallarmé connaissent très bien, la syntaxe laisse percevoir, dit encore Mallarmé, une extraordinaire appropriation de la structure limpide aux primitives foudres de la logique, c'est-à-dire de la logique qui gouverne toutes les choses et qui réside, selon Mallarmé, dans le contraste dramatique des contraires, lumière, ombre, jour, nuit, etc. L'analogie qu'il établit entre la poésie et la musique n'a donc rien à voir avec la musicalité du texte. De même que la musique, la poésie est révélation de la charpente du monde, de sa raison cachée. Dans La musique et les lettres, Mallarmé avait écrit, je le cite, « Je pose à mes risques esthétiquement cette conclusion, que la musique et les lettres sont la face alternative ici élargie vers l'obscur, scintillante là avec certitude d'un phénomène, le seul, je l'appelais l'idée. » Fin de la citation. Si donc obscurité il y a, elle n'est pas dans l'écrit, mais dans la nature même. Et pour le comprendre, quand il s'agit de vraie poésie, il faut savoir lire.
appuyé, dit Mallarmé, selon la page au blanc qu'il inaugure son ingénuité à soi. On ne doit pas s'arrêter à la signification immédiate des mots, à l'emploi élémentaire du discours, comme Mallarmé l'appelle dans un autre article, Crise de vers. Mais il faut en entendre, pour ainsi dire, la symphonie occulte, l'air ou chant sous le texte, dit-il ailleurs, correspondant au miroitement en dessous du mystère dans les lettres, pour atteindre l'idée, le sens. Il s'en explique plus clairement, sans doute, dans la lettre déjà citée à Edmund Gosse. J'en cite un passage. Je fais de la musique, dit-il, et appelle ainsi non celle qu'on peut tirer du rapprochement euphonique des mots. Cette première condition va de soi. Mais l'au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole. L'au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole, où celle-ci ne reste à l'état de moyen de communication matérielle avec le lecteur comme les touches du piano. Vraiment, entre les signes et au-dessus du regard, cela se passe, en toute pureté, sans l'entremise de cordes à boyaux et de pistons comme à l'orchestre, qui est déjà industriel. Mais c'est la même chose que l'orchestre, sauf que littérairement ou silencieusement. Fin de la citation. On songe évidemment ici à la définition de la poésie comme musicienne du silence, au dernier vers des quatrains de Sainte, de la lyrique sainte. L'abolition du réel dans le langage et la poésie, qui est en même temps création ou recréation sur un autre plan, dévoilement de l'ensemble des rapports existants dans tout, dit-il dans Crise de vers, a été pour Mallarmé l'aboutissement d'une recherche dramatique, culminée dans la rencontre du néant, comme on sait, qu'il raconte plusieurs fois dans ses lettres des années 1866-67. Il présente parfois cette rencontre comme une véritable expérience mystique, bien que purement immanente. Dans sa fameuse lettre du 14 mai 1867 à Henri Casali, elle est décrite comme l'aboutissement, dit-il, d'une lutte terrible avec ce vieux et méchant plumage, terrassé, heureusement, Dieu. Fin de la citation. Une sorte de lutte avec l'ange qu'il a emporté dans un premier moment dans les ténèbres, dans des ténèbres absolues. Ce n'était pas celle d'un Dieu inconnu, comme dans le cas des mystiques, mais celle du néant absolu. Le néant, écrit-il dans une autre lettre à Casali, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme, et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire à ma poésie et me remettre au travail que cette pensée écrasante m'a fait abandonner. La découverte du néant correspond aussi, en effet, à une période de stérilité poétique angoissante, le monstre de l'impuissance, comme il le définit. Mais, comme dans un rite initiatique, une remontée vers la lumière, une renaissance spirituelle s'ensuit à cette longue descente vers le néant. Le vieil homme meurt. Dans une autre lettre à Casali, Mallarmé parle d'une longue agonie au terme de laquelle, dit-il, « je suis parfaitement mort », pour donner la naissance à un homme nouveau. Je suis mort et ressuscité avec la clé de pierrerie de ma dernière cassette spirituelle,
écrit-il à Théodore Aubanel le 16 juillet 1866. Et encore dans la lettre à Casali que je viens de citer. Je suis maintenant impersonnel et non plus Stéphane Mallarmé que tu as connu, mais une aptitude qu'a l'univers spirituel à se voir et à se développer à travers ce que fut moi. Fin de la citation. On comprend par là que cette descente dans le néant, cette mort, fut essentiellement une opération esthétique comportant l'attribution d'un rôle nouveau à l'auteur, ou plutôt comportant sa disparition. Si la poétique de Crise de Vers prescrit la transposition, comme le dit Mallarmé, d'un fait de nature en sa presque disparition vibratoire, l'œuvre, à son tour, dit-il, implique la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative au mot. C'est en creusant le vers, en effet, selon la fameuse déclaration contenue dans la lettre du 28 avril 1866 à Casali, qu'en creusant le vers, que Mallarmé dit avoir fait la découverte du néant. Le vers est le véritable noyau autour duquel gravite sa poétique et la clé pour comprendre la nature de sa prétendue obscurité. Le principe fondamental est exposé au début de La musique et les lettres. Le vers est tout dès qu'on écrit, dit-il. Même la prose, s'il y a cadence, ajoute-t-il tout de suite, vaut en tant qu'un vers rompu, jouant avec ses timbres et encore les rimes dissimulées. Dans Crise de vers, il précise, je le cite, « La forme appelée vers est simplement elle-même la littérature. Que vers il y a, sitôt que s'accentue la diction, rythme dès que style. » Et de même, dans l'entretien que j'ai déjà cité avec Jules Zuret sur l'évolution littéraire, dans le genre appelé prose, il y a des vers, quelquefois admirables, de tout rythme, mais en vérité, il n'y a pas de prose. Il y a alphabet et puis des vers plus ou moins serrés. Toutes les fois, continue Mallarmé, qu'il y a effort au style, il y a versification. Fin de la citation. Or, la matière du vers, c'est proprement le néant, dans un double sens. D'un côté, c'est le blanc de la page, l'espace vide qui sépare les vers. De l'autre, c'est le suspens, comme Mallarmé l'appelle, qui, à l'intérieur même du vers, entame le jeu d'opposition sur lequel reposent et la langue et le style. Dans le vers, affirme-t-il, je le cite, c'est Crise de vers, tout devient suspens, disposition fragmentaire avec alternance et vis-à-vis, concourant au rythme total, lequel serait le poème tu au blanc. Fin de la citation. Le blanc de la page, le vide, le silence sont donc aussi importants dans la composition poétique que les mots eux-mêmes. Mieux encore, il en constitue, les blancs, l'ossature, ce qui lui donne tout son sens. L'armature intellectuelle du poème, écrit-il à Charles Maurice, le 27 octobre 1892, se dissimule et tient à lieu dans l'espace qui isole les strophes
et parmi le blanc du papier. Significatif silence, qu'il n'est pas moins beau de composer que les vers. Comme le remarque ponctuellement Bertrand Marchal, que je cite, entre l'alphabet et le vers, le privilège traditionnel du mot se trouve aboli. Dans la mesure où le mot apparaît comme le support traditionnel de la simple désignation et par là même de l'usage représentatif de la langue. Fin de la citation de Bertrand Marchal. C'est ce que Mallarmé définit, j'ai déjà cité cette expression, l'emploi élémentaire du discours. Il est évident que si on le lit de cette façon, son texte devient irrémédiablement obscur. Dans la poésie, au contraire, les mots doivent perdre leur identité signifiante, glisser l'un dans l'autre, s'estomper sur le fond du vers, pour tendre ainsi vers la pure musique, au sens où l'entend Mallarmé, ou la pure combinatoire des lettres, tout en gardant leur vouloir dire, leur valeur de signe. C'est un point sur lequel Mallarmé revient souvent, surtout dans sa correspondance avec ses amis poètes. Déjà dans la lettre du 5 décembre 1866 à François Coppée, il affirmait « Le hasard n'entame pas un vers, c'est la grande chose. Nous avons plusieurs atteints cela, et je crois que les lignes si parfaitement délimitées, ce à quoi nous devons viser est que dans les poèmes, les mots se reflètent les uns sur les autres, jusqu'à paraître ne plus avoir leur couleur propre, mais n'être que les transitions d'une gamme. » Dans Crise de vers, au sujet de la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots, il écrit que ceux-ci, je le cite, s'allument de reflets réciproques, comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en ancien souffle lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase. Fin de la citation. Et encore, il en parle, il représente cette idée par la magnifique image des mots projetés en parois de grotte dans Le mystère dans les lettres. Je le cite. Les mots d'eux-mêmes s'exaltent à maintes facettes reconnues la plus rare ou valant pour l'esprit, centre de suspens vibratoire, qui les perçoit indépendamment de la suite ordinaire, projetés en parois de grotte, tant que dure leur mobilité ou principe, étant ce qui ne se dit pas du discours, prompts tous avant extinction, à une réciprocité de feu distante ou présentée de biais comme contingence. Fin de la citation. Donc, reflet, transition d'une gamme, couleur changeante, feu sur des pierreries ou réciprocité de feu, projection dans une grotte. Le vers délivre les mots de leur captivité dans la chaîne ou les chaînes du discours ordinaire, les rachète de leur esclavage sémantique, de leur fonction représentative, pour les ramener à leur rythme essentiel. L'expression de rythme essentiel est de Mallarmé lui-même dans une lettre à Léodore Fer. Le vers les recompose ainsi dans une orchestration verbale
qui touche au même mystère que la musique, devenant une parole nouvelle et inouïe, comme Mallarmé le proclame dans la conclusion de Crise de vers. Je le cite, « Le vers qui, de plusieurs vocables, refait un mot total, neuf, étranger à la langue, et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole, niant d'un trait souverain le hasard demeuré au terme malgré l'artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité, et vous cause cette surprise de n'avoir ouï jamais tel fragment ordinaire d'élocution, en même temps que la réminiscence de l'objet baigne dans une neuve atmosphère. » Donc le vers est un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire. C'est en effet à la création du vers qu'aboutit le grand œuvre ou l'opération kabbalistique du poète, selon ce qu'on lit dans un passage de la musique et les lettres. Cet homme, le poète, écrit Mallarmé, s'il a recréé par lui-même, pris soin de conserver de son débarras strictement une piété aux 24 lettres, comme elles se sont, par miracle de l'infinité, fixées en quelque langue la sienne, puis un sens pour leur symétrie, action, reflet, jusqu'à une transfiguration en le terme surnaturel qu'est le vers. Il possède, ce civilisé édénique, cet homme le poète, au-dessus d'autres biens, l'élément de félicité, une doctrine en même temps qu'une contrée. Fin de la citation. L'allusion à l'Éden n'est pas occasionnelle. Comme tout en poésie doit avoir une raison et que son effort suprême, jamais entièrement satisfait, est d'abolir le hasard, elle rêve en dernière analyse de lier intimement le son au sens. Mallarmé l'affirme explicitement dans les mots anglais, dans son ouvrage sur les mots anglais. Pareil effort de l'imagination désireuse non seulement de se satisfaire par le symbole éclatant dans les spectacles du monde, mais d'établir un lien entre ceux-ci et la parole chargée de les exprimer, touche à l'un des mystères sacrés ou périlleux du langage. Fin de la citation. De cette exigence découlent aussi ces réflexions moins philologiques que littéraires sur le sens primordial de la lettre initiale des mots et sur le procédé de l'allitération inhérent, dit-il, au génie septentrional et qui en révèle toute la portée symbolique. Cependant, ajoute-t-il, le jour n'est pas venu et ne viendra sans doute jamais, où, je le cite, l'on écrira l'histoire des lettres de l'alphabet à travers tous les âges et quelle était presque leur absolue signification. Contentons-nous à présent des lueurs que jettent à ce sujet des écrivains magnifiques. L'écrivain, le poète, aspire en effet à découvrir cette absolue signification, à savoir le lien profond qui unit les spectacles du monde et la parole chargée de les exprimer. Mais il ne dispose, à la suite de la fragmentation babélique, que d'une langue opaque, où ce lien est invisible ou à peine visible. Or, ceux qui rémunèrent le défaut des langues, c'est une expression de Mallarmé, c'est précisément ce mot total, neuf,
étranger à la langue est comme incantatoire, mot en puissance édénique qu'est le vers. Mallarmé l'explique dans une page célèbre de Crise de vers, capitale pour notre propos, et qui commence d'ailleurs par un alexandrin parfait. Les langues imparfaites, en cela que plusieurs, manquent la suprême. Penser étant écrire sans accessoire, ni chuchotement, mais tacite encore l'immortelle parole, la diversité sur terre des idiomes, empêche personne de proférer les mots qui, sinon se trouvaient par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité. Sinon se trouverait par une frappe unique elle-même matériellement la vérité. Mon sens regrette que le discours défaille à exprimer les objets par des touches irrépondantes en coloris ou en allure, lesquelles existent dans l'instrument de la voix, parmi les langages et parfaits chez un. Seulement, conclut Mallarmé, sachons, n'existerait pas le vers, et c'est l'auteur qui souligne cette expression. Lui, philosophiquement, rémunère le défaut des langues, complément supérieur. Seulement, sachons, n'existerait pas le vers. Lui, philosophiquement, rémunère le vers. Lui, philosophiquement, rémunère le défaut des langues, complément supérieur. Fin de la citation. Le vers est donc une sorte de rédempteur qui rachète la langue humaine du défaut où elle est tombée après Babel. Mais ce rédempteur n'arrivera peut-être jamais, car le sens du vers n'est jamais donné une fois pour toutes, comme c'est le cas dans l'emploi instrumental de la langue, où chaque mot a une signification, où chaque phrase est censée avoir une signification, puisqu'il faut que le poète cède l'initiative au mot, il ne peut le déterminer lui-même en avance. On a pu, écrit Mallarmé dans une prose de la section crayonnée au théâtre, cela est même l'occupation de chaque jour, posséder et établir une notion du concept à traiter. Mais indéniablement pour l'oublier dans sa façon ordinaire et se livrer ensuite à la seule dialectique du vers. Le sens, fin de la citation, le sens prend forme dans la création comme dans la lecture du poème, dans un présent qui joue à l'effacer pour couvrir de plus hybride dessous, dit-il dans notre prose, le genre des modernes ou des modernes. Le sens est donc erchomenos en grec, celui qui vient, comme le Messie annoncé par la Bible. C'est dans ce vide de l'absence et de l'attente, dans un devenir indéterminé, dans l'obscurité d'une parole neuve et inouïe, qui ne sera jamais vraiment prononcée et qui eût été la parole, le verbe, c'est dans ce néant que le sens est toujours naissant. Mallarmé l'affirme explicitement dans les fragments de ses notes sur le langage. Le verbe, dit-il, à travers l'idée et le temps, qui sont la négation identique à l'essence du devenir, devient le langage. Le langage est développement du verbe, son idée, dans l'être. Le temps devenu son mode. D'où les deux manifestations du langage,
destinées à se réunir toutes deux en l'idée du verbe. La parole, en créant les analogies des choses par les analogies des sons. L'écriture, en marquant les gestes de l'idée, se manifestant par la parole, et leur offrant leur réflexion de façon à les parfaire et à en donner la parenté de façon à ce qu'un jour, leurs analogies constatées, le verbe apparaisse derrière son moyen du langage, comme un principe dégagé, adéquat au temps et à l'idée. Fin de la citation. L'apparition du verbe serait donc l'avènement du verbe parfait, vers absolu, du verbe Messie, rédempteur des langues imparfaites. Quelque chose d'inimaginable, car sa clarté aveuglante, la ténèbre lumineuse du néant, ne peut que miroiter, scintiller dans le langage. Ce n'est donc que dans le vers, en tant que parole totale, neuve, étrangère à la langue, que l'on peut chercher le sens. Un sens qui n'est obscur que si l'on prétend le trouver dans la signification immédiate et instrumentale des mots, au lieu de l'attendre dans le devenir même du langage saisi dans son rythme essentiel, qui est révélation de ce que Mallarmé appelle l'idée ou rythme dans les rapports. C'est pourquoi il écrit en 1866 à Henri Casali qu'après avoir trouvé le néant, il a trouvé le beau. Et l'année suivante, il lui explique « J'ai fait une assez longue descente au néant pour pouvoir parler avec certitude. Il n'y a que la beauté. Et elle n'a qu'une expression parfaite, la poésie. » Le livre, tel que Mallarmé en parle dans la section « Quant au livre des divagations », ainsi que dans l'esquisse du livre même, du livre avec la lettre majuscule, contenu dans le manuscrit publié pour la première fois par Jacques Scherer en 1957, est pour ainsi dire l'expansion, l'incarnation physique du vers, qui n'a sa place qu'à son intérieur. Le vers dispensateur, ordonnateur du jeu des pages, maître du livre, dit-il dans la prose étalage. Malgré les allusions au livre absolu sur le modèle de la Bible, auquel tout ce qui existe au monde doit aboutir, ou au livre inscrit dans la nature, la conception mallarméenne, comme l'a montré Maurice Blanchot dans un essai bien connu, n'a rien à voir avec l'occultisme et la philosophie des romantiques allemands, Novalis ou Friedrich Schlegel. De même que le vers, le livre de Mallarmé est toujours à venir, futur, affirmé dans le devenir qui est peut-être son sens, dit Blanchot. Dans les pages qui lui sont consacrées, il est souvent question d'obscurité. Le livre est comparé à un coffret ou à un tombeau renfermant quelque chose de secret et de précieux. Surtout, l'encre avec laquelle on écrit est comparée par Mallarmé à une goutte de ténèbres. Si le livre du ciel est écrit noir sur blanc, l'écriture humaine, son miroir, est noir sur blanc. Je cite Mallarmé. On n'écrit pas lumineusement sur champ obscur. L'alphabet des astres seul ainsi s'indique, ébauché ou interrompu. L'homme poursuit noir sur blanc. Ils ont donc tort, affirmera-t-il dans le mystère des lettres, ceux, je le cite, qui puisent à quelque
crier sans nuit la vaine couche suffisante d'intelligibilité que lui, le vrai poète, s'oblige aussi à observer, mais pas seul. Cependant, cette obscurité, ces secrets contenus dans le livre, ne sont en réalité qu'en effet de surface. La métaphore la plus fréquente à laquelle Mallarmé a recours pour définir le livre est celle fondamentale du pli. Le pli est sans doute la notion la plus importante de Mallarmé, a écrit Gilles Deleuze dans son livre intitulé justement Le pli, Leibniz et le baroque. Dans la prose, le livre instrument spirituel, Mallarmé oppose la feuille étalée pleine du journal au pliage du livre, qui est, dit-il, vis-à-vis de la feuille imprimée grande, un indice quasi religieux, qui ne frappe pas autant que son tassement en épaisseur, offrant le minuscule tombeau, certes, de l'âme. Fin de la citation. C'est une opposition qui recoupe exactement celle de l'article de journal et de la poésie dans Le mystère des lettres. Ailleurs, le livre est appelé « ce pli de sombre dentelle qui retient l'infini », ce qui n'est pas sans évoquer la dentelle qui s'abolit du célèbre sonnet, une dentelle s'abolit. Et c'est précisément dans ce pli ou ce repli que se niche l'obscurité de la poésie. Oui, dit-il, sans le reploiement du papier et les dessous qu'il installe, l'ombre éparse en noirs caractères ne présentait une raison de se répandre comme un bris de mystère à la surface dans l'écartement levé par le doigt. Fin de la citation. C'est dessous que le reploiement du papier installe et d'où se répandent l'ombre et les mystères des noirs caractères, la goutte de ténèbres avec laquelle on écrit, ne sont rien d'autre que le miroitement en dessous du mystère dans les lettres. On commence alors à comprendre ce qu'est l'obscurité pour Mallarmé. Car il y a des malentendus toujours sur ce point. Comme ce miroitement produit par le vers ou par le livre est totalement étranger au procédé ordinaire de la signification et qu'il évoque la lettre absconse, le quelque chose d'abscon qui est au fond de tous et de la nature même, on ne pourra jamais comprendre un poème si on le lit comme un journal. C'est un autre mode de lecture qu'il faut adopter et dont l'unité signifiante n'est pas le mot, mais le vers. Quant à la formule du miroitement en dessous, ce qui suit dans le texte de Mallarmé, j'ai déjà cité la formule, est tout aussi important. Miroitement en dessous, peu séparable de la surface concédée à la rétine. L'obscurité n'est qu'un ridement, un froncement de la surface, le flottement de la dentelle abolie, celui du nuage précieux sur l'intime gouffre de chaque pensée dans le mystère des lettres. Elle ne cache donc aucun savoir ésotérique, aucune révélation surnaturelle. Sous le pli, il n'y a que le vide, le néant. Le miroitement n'est que l'effet d'un pliage qui manifeste l'essence de la langue, sa nature virtuellement poétique que le vers réalise. Tout le mystère est là, dans le clair-obscur créé par ce pliage, c'est-à-dire dans la logique binaire qui gouverne l'univers aussi bien que le langage. Si obscurité il y a en poésie,
c'est parce qu'elle nous révèle que le sens ne réside nulle part, que dans le langage, chaque mot, transition d'une gamme, n'a pas une substance propre, mais se reflète dans un autre, indéfiniment. Sous ces aspects, et je termine mon exposé, il est naturel d'évoquer la critique de la profondeur que Nietzsche développait dans les mêmes années, dénonçant la profondeur de la conscience ou de l'intériorité comme une invention des philosophes impliquant la résignation et l'hypocrisie. Il faut que l'interprète, dit-il dans Aurore, soit le bon fouilleur des bas-fonds, mais, comme l'a très bien expliqué Michel Foucault dans son article Nietzsche, Freud, Marx, je cite Foucault, si l'interprète doit aller lui-même jusqu'au fond, comme un fouilleur, le mouvement de l'interprétation est au contraire celui d'un surplomb de plus en plus élevé, qui laisse toujours au-dessous de lui s'étaler d'une manière de plus en plus visible la profondeur. Et la profondeur est maintenant restituée comme secret absolument superficiel, de telle sorte que l'envol de l'aigle, l'ascension de la montagne, toute cette verticalité si importante dans Zarathustra, c'est au sens strict le renversement de la profondeur, la découverte que la profondeur n'était qu'un jeu et un pli de la surface, dit Foucault, en synthétisant la conception de Nietzsche. Ce qui comporte, selon Foucault, chez Nietzsche comme chez Marx et Freud, l'impossibilité d'achever l'interprétation, dont le point de rupture, dit-il, pourrait bien être quelque chose comme l'expérience de la folie. Par conséquent, il n'y a pas pour Nietzsche un signifié originel, il n'y a que des signes qui interprètent des signes. En ce sens, remarque Foucault, on peut dire que l'allégoria et l'uponoia sont au fond du langage et avant lui, non pas ce qui s'est glissé après coup sous les mots, pour les déplacer et les faire vibrer, mais ce qui a fait naître les mots, ce qui les fait scintiller d'un éclat qui ne se fixe jamais. Fin de la citation de Foucault. On n'est pas loin ici, comme on peut le voir, du miroitement ou du scintillement que produit le vers selon la poétique de Mallarmé. Son obscurité est entièrement soustraite, l'obscurité de Mallarmé, la prétendue obscurité de Mallarmé, est entièrement soustraite à la mythologie de la profondeur et se situe sur une horizontalité simplement ridée par des ondes. Si l'obscurité verticale de Proust suppose la métaphysique traditionnelle, platonicienne, disons, du signe, et par là l'existence d'un mystère touchant à l'être, et que l'on peut et même l'on doit porter à la lumière, l'obscurité horizontale de Mallarmé n'est qu'un miroitement, un pli, un mirage, produit par la surface, et qui eût été la vérité, mais qui ne la révèle jamais. Ou, s'il révèle quelque chose, ce n'est que dans la contingence, dans le faux présent de la création et de la lecture, dans le suspens ou le non-lieu du vers. Et c'est à ce point que je voudrais proposer une comparaison entre cette conception et d'autres de certains poètes italiens du XXe siècle, en particulier Pascoli et Zanzotto, avec le concept de glossolalie. Mais je le ferai dans ma prochaine leçon. Je vous remercie
Et si vous voulez poser des questions, je suis à votre disposition. Merci. Un grand merci pour cette partie finale qui associe le miroitement et le scintillement de Mallarmé avec la prose de Michel Foucault. Là, ça a été une révélation. Et la question est la suivante. Enfin, il y a deux questions, mais la première est presque plus urgente, à savoir, dans la mesure sur laquelle tu as insisté, c'est-à-dire que la nouvelle unité n'est plus le mot, mais le vers, et même les mots doivent disons, passer l'un dans l'autre, pour ainsi dire, à cause du rythme. Est-ce que tu ne vois pas éventuellement quelque chose qui va se produire dans les années qui suivent, c'est-à-dire les mots sous les mots de Saussure, hein? Et quel serait le rapport éventuel entre la poétique de Mallarmé et ce travail qui a hanté Saussure? L'autre question, bon, j'imagine, demanderait des longs cours, est la question de la profondeur. Parce que là, vraiment, Mallarmé change la perspective. On a, quel est enfin son ennemi? Est-ce que c'est vraiment Baudelaire? Parce que chez Baudelaire, il y a une déclaration claire, tout est abîme. Et il faut que le poète, comme un Orphée du temps moderne, descende jusqu'aux puits les plus obscurs pour éventuellement en sortir ou pour se damner, pour se sacrifier éventuellement. Si ce n'est pas Baudelaire, quelle est alors je dirais la filière qui mène à Mallarmé? Quels sont les points d'appui pour la poétique de Mallarmé? J'ai toujours à l'esprit ce livre qui nous a formés, il faut bien le dire, Baudelaire et le surréalisme de Malcet-Raymond. Et là, j'aimerais bien avoir ton opinion précisément sur, disons, cette apparition de Mallarmé dans un univers poétique du XIXe siècle et à la fin du XIXe, qui avait été profondément marqué justement par l'activité, la poésie de Baudelaire. Merci. Donc, la première question. En effet, j'aurais voulu en parler. J'avais préparé une partie sur Mallarmé et Saussure. D'ailleurs, le rapport a déjà été indiqué, suggéré par Blanchot, justement. Mais seulement en partie. Seulement pour ce qui concerne le rapport entre cette vision, cette conception du sens comme quelque chose qui n'est jamais donné, qui appartient au système, et la théorie de Saussure, selon laquelle tout dans le langage n'est que différence, que opposition. Mais il y a d'autres aspects, justement. L'un des aspects est l'intérêt de Saussure pour les mots sous les mots. Et en effet, je pense il peut y avoir un rapport. D'abord, cet aspect de l'activité, disons, de la recherche de Saussure démontre qu'il était intéressé, disons, au mystère du langage, qu'il n'était pas un simple, chercheur scientifique, théoricien de la langue, mais qu'il était intéressé à des phénomènes qui sont hypothétiques, que Saussure lui-même
ne considérait pas comme définitivement établis. Mais les mots sous les mots qu'il individue dans certains poèmes latins, et même des poèmes latins contemporains, parce qu'il les trouve aussi dans les poèmes latins de Pascoli, justement. Et il y a une lettre de Saussure à Giovanni Pascoli, où il lui demande si les mots sous les mots qu'il avait découverts étaient intentionnels ou s'ils étaient, disons, étaient involontaires, inconscients. Pascoli a répondu à Saussure d'une manière assez vague, et puis Saussure lui a réécrit, et on ne sait pas si Pascoli, on n'a pas la deuxième réponse de Pascoli. Et c'est de Giovanni Pascoli que je parle, et justement de sa poésie latine, dans la prochaine leçon, entre autres choses. Et donc, il y a toute une série de rapports entre Mallarmé, d'un côté, Saussure, et Pascoli aussi de l'autre. Des rapports, ce sont des contemporains plus ou moins, mais à côté de rapports de caractère, disons, de caractère abstrait qu'on peut établir entre leurs textes ou leurs recherches dans le domaine du langage, il y a aussi des rapports directs, au moins entre Saussure et entre Pascoli. Mais il y a un troisième aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est celui qui concerne la glossolalie, justement, parce que je voudrais montrer en quel sens je pense que c'est quelque chose de nouveau. La poétique de l'obscurité de Mallarmé peut être rapprochée de la glossolalie. Or, Saussure s'est aussi intéressé à la glossolalie, parce que son collègue de l'Université de Genève, le psychiatre Flouroy, qui s'occupait de la glossolalie du point de vue médical, disons, du point de vue psychiatrique, et linguistique aussi, inévitablement, a demandé son opinion à Saussure, justement pour ce qui concerne les aspects linguistiques de la glossolalie qu'il étudiait dans ses patients, et en particulier dans une célèbre femme dont j'ai oublié le nom, voilà, qui était très célèbre à son époque. Et donc, Saussure a répondu à Flouroy sur ce point, donc en donnant une définition au moins partielle de la glossolalie du point de vue linguistique et de son point de vue. Et puis ensuite, il y a eu au XXe siècle d'autres études linguistiques sur la glossolalie, proprement linguistique, jusqu'à Jacobson, par exemple. Donc, il y a toute une série de rapports entre Mallarmé et Saussure qui sont très intéressants, et notamment, me semble-t-il, un rapport entre ce miroitement dessous et les mots sous les mots. Parce que les mots sous les mots sont des mots nouveaux, inouïs, qui se trouvent dans le texte, mais qui ne sont pas perçus immédiatement ou qui ne sont pas immédiatement intelligibles par le lecteur, au moins selon l'interprétation de Saussure. Et pour la deuxième question,
c'est une grande question, mais je réponds de manière très synthétique. Je pense que disons, la conception à laquelle s'oppose Mallarmé est en général la conception romantique de la profondeur. C'est disons, la vision selon laquelle l'être, la vérité, le sens a une nature ontologique c'est une essence, quelque chose donc qui peut être obscur, mais qui peut être éclairci, qui peut être, disons, compris dans une certaine mesure au moins. Et Mallarmé, et Baudelaire, lui aussi, relève un peu de cette vision, en partie au moins de cette vision. Et d'ailleurs, comme on sait, le changement, cette crise de Mallarmé, qui a été aussi un abandon du modèle de Baudelaire qu'il avait suivi dans ses premiers vers, est en même temps l'abandon de toute une vision du monde, de la vision qui remonte, disons, au moins à la Renaissance, à mon avis. Mais je pense que Mallarmé n'avait pas de modèle pour cette véritable révolution. Il est vraiment un pionnier. Disons, sa vision peut être comparée, rapprochée de celle de Nietzsche en particulier, de Saussure aussi. Ce sont des révolutions dans le domaine de la philosophie, de la linguistique et dans d'autres domaines aussi, par exemple pour ce qui concerne Marx. Mais je ne crois pas que Mallarmé ait eu des modèles, disons, philosophiques ou autres à suivre. Il est arrivé à sa poétique, à cette esthétique, justement, comme il le dit, en creusant le vers, en pénétrant au cœur de la poésie. Et là, c'est le génie, je crois. Il a avancé des idées, des positions par rapport à d'autres, à des philosophes, à des linguistes, à des poètes surtout. Je pense que c'est un véritable initiateur d'une vision complètement nouvelle du langage et de la poésie, qui est en même temps, par conséquent, une nouvelle qui comporte, disons, qui implique aussi une nouvelle vision philosophique.